Bonsoir ou rebonsoir. Notre invité à 19h30, Gilles Kepel, chercheur, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Va-t-on vers la confrontation avec l'Iran? Les médias américains annoncent cet après-midi que la décision de Donald Trump est radicale et qu'il rétablirait l'ensemble des sanctions contre l'Iran. On va tout expliquer. Et d'abord la question du jour autour de la table. Air France, SNCF, nos deux fleurons peuvent-ils mourir? Deux compagnies, deux grèves qui durent. Des centaines de millions d'euros en fumée, une image dégradée. Alors comme Swissair, comme Alitalia, la marque France est-elle menacée de disparition par ses coûts, par ce dialogue de sourds? Côté rail, c'est Gérard Collomb qui évoque le spectre d'un naufrage, d'une disparition de la SNCF. Dramatisation ou langage de vérité, on en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes économiste. Bonsoir à vous Emmanuel Ducrot. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'opinion et spécialiste de ces questions de transport notamment. Nous accueillons également un commandant de bord, un pilote. Bonsoir Jean-Baptiste Djebari. Bonsoir. Ça fait combien de temps remonte votre dernier vol? C'était janvier. C'était janvier. Pour le plaisir. Et c'était septembre professionnellement. Et vous étiez sur quelle compagnie? Je suis dans une compagnie d'aviation d'affaires. D'accord, et je précise qu'accessoirement, vous êtes aussi député LREM de Haute-Vienne, rapporteur de la réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. Et bonsoir à vous Adrien Quatennens, merci d'être avec nous. Vous êtes député France Insoumise du Nord. Alors, je vous propose de commencer avec le cas Air France. Et avant de vous entendre, 20 millions d'euros de pertes par jour de grève, on le disait, des passagers qui se détournent et cette petite musique qui monte sur une mort possible de la compagnie. Quelle est la réalité des comptes derrière les apparences? Voici les indispensables avec Marie Bello. Bonsoir Marie. Bonsoir David. Quel est l'état de santé véritable d'Air France aujourd'hui alors qu'on dit que la compagnie va mieux? Bien, en apparence, le groupe Air France va bien. Il a même une santé de fer. Regardez le bilan de l'année dernière, de 2017. D'abord, une dette réduite de 2 milliards d'euros. Ensuite, un record de trafic avec 100 millions de passagers, mais surtout un chiffre d'affaires à 25,78 milliards d'euros. C'est une augmentation de 3,8%. Et du côté des bénéfices d'exploitation, on est à 1,48 milliard d'euros, une augmentation de 42% en un an. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe est composé d'une fusion. Air France, la compagnie française, mais aussi KLM, la compagnie néerlandaise. Et lorsque l'on regarde les chiffres des compagnies séparément, eh bien là, le constat est beaucoup moins flatteur pour Air France. Nos confrères de Libération se sont procurés un document confidentiel qui décortique les comptes des deux compagnies séparément. Et là, on voit que côté chiffre d'affaires, en 2017, Air France est le poids lourd avec 15,82 milliards d'euros, là où KLM est à 10,34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Air France est donc leader sur le chiffre d'affaires. Mais du côté des bénéfices, et c'est le plus important, eh bien c'est KLM qui fait 910 millions d'euros de bénéfices contre 588 millions d'euros pour Air France. Il fait donc 2 tiers des bénéfices du groupe et masque donc d'une certaine façon le manque de rentabilité d'Air France sur les chiffres globaux. Et cet écart entre les deux compagnies devrait se creuser encore en 2018 puisqu'au premier trimestre, eh bien, le chiffre d'affaires est en nette baisse en 2018 et il y a 300 millions d'euros perdus à cause de la grève d'Air France. Qu'en est-il, Marie, pour Air France, si on regarde secteur par secteur, les longs courriers, les moyens courriers, etc.? Eh bien, on va le voir sur les longs courriers, comme un Paris-New York, par exemple. Eh bien là, Air France fait un bénéfice de plus 651 millions d'euros. Là, la compagnie est dans le vert. En revanche, pour les vols moyens courriers, jusqu'à 4 heures de vol, là, la compagnie est dans le rouge et a un déficit de 179 millions d'euros. Autre fait notable, c'est pour la filiale HOP. Ce sont des courtes distances en France et en Europe. Là, les pertes ont doublé, sont passées de 54 à 104 millions d'euros. Air France est donc déficitaire sur 2 de ses 3 principales activités. Ce qui est alarmant aussi, c'est que pour se redresser, Air France, ces dernières années, a revendu en quelque sorte ses joyaux, un peu de son patrimoine. Elle a d'abord vendu une partie de sa flotte. 5 A380 eh bien, ont été refinancés par des investisseurs allemands. Elle a également cédé sa filiale de plateau repas, qui s'appelait Servair, et aussi sa participation dans le système de réservation de billets qui s'appelait Amadeus. Tout cela a quand même rapporté 300 millions d'euros à Air France, mais la valeur globale de l'entreprise a baissé. Et
cette crise chez la compagnie Air France, elle est visible également sur l'évolution boursière. On va le voir, depuis janvier, l'action dégringole. Regardez. La valorisation boursière, elle s'est érodée de moitié depuis le début de l'année et ne vaut aujourd'hui qu'un peu plus de 3 milliards d'euros pour Air France. En comparaison, c'est 2 fois moins que pour EasyJet, on va le voir. C'est 4 fois moins que pour la Lufthansa et 6 fois moins que pour Ryanair. Et d'un mot, Marie, l'État est actionnaire d'Air France. Il possède 14% du capital, 2 fois plus pour les droits de vote. Est-ce qu'il est prêt à intervenir financièrement pour aider la compagnie ? Eh bien non, l'État ne semble pas disposé à injecter de l'argent dans l'entreprise. On va le voir avec cette phrase de Bruno Le Maire, c'était dimanche. L'État n'est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d'entreprises qui ne feraient pas les efforts nécessaires de compétitivité. Merci Marie. Alors avant d'entendre nos 2 élus, nos 2 spécialistes, Nicolas Bouzou, je reprends l'intitulé de notre question, est-ce qu'Air France peut mourir ? Air France peut mourir un jour, mais à court terme, la menace n'est pas celle de la mort d'Air France. On l'a vu, la compagnie continue de gagner de l'argent. C'est pas ça. La vraie menace, c'est que Air France devienne une compagnie de 2e catégorie. Il faut bien comprendre 2 éléments de contexte très importants aujourd'hui. Premier élément de contexte, c'est que pour un passager, la diversité des possibilités s'est complètement accrue ces dernières années, à la fois sur les courts courriers, mais aussi sur les longs courriers. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez une compagnie scandinave qui s'appelle Norwegian, qui est une compagnie plutôt low cost, qui vient d'ouvrir des liaisons entre l'Europe, et y compris la France, et les États-Unis, avec des avions d'ailleurs magnifiques, des 787 Dreamliner, à des prix qui sont bien plus faibles que ceux d'Air France. Et je peux vous dire, c'est-à-dire 250 euros pour y aller, 489 euros pour Los Angeles, aller-retour. Oh là là. Donc des prix de travail. Personne, il y a 3 semaines. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui, entre guillemets, ont profité de la grève d'Air France pour essayer cette compagnie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de l'innovation dans les avions, et c'est très important pour des compagnies d'être capables de proposer à leur clientèle des avions qui soient silencieux, confortables. Et ça, en effet, ce sont plutôt des avions de la dernière génération, notamment l'avion que je viens de citer, le 787 de Boeing. Et ça demande des investissements. Il faut les louer, il faut les acheter, à la limite, peu importe, mais ça demande beaucoup d'argent. Et donc, ce qui m'inquiète, pour répondre à votre question, c'est le fait que Air France ne soit plus ce fleuron qu'il a été par le passé, mais devienne une compagnie comme, d'ailleurs je peux citer quelques noms, je pense à Royal Air Maroc par exemple, c'est-à-dire une compagnie au fond qui est un espèce de fleuron national qui survit parce qu'il y a toujours des gens qui sont des patriotes, parce que les institutions l'utilisent, mais ça n'est plus la grande compagnie du pays. Emmanuel Ducrot, je voudrais qu'on regarde 3 exemples de compagnies un peu similaires à Air France et qui ont disparu, qui sont mortes ces dernières années ou ces derniers mois. Swissair d'abord, fondée en 1931, arrêt de l'activité 2002. En 2005, elle est absorbée par Lufthansa. Adieu Swissair. La Sabena, la compagnie nationale belge, fondée en 1923, elle fait faillite, tout simplement faillite en 2001. Elle disparaît. La compagnie Alitalia, alors là c'est plus intéressant encore parce qu'on est un pays comparable à la France dans l'importance du pays. Compagnie finalement privatisée en 2008, procédure de mise en faillite d'Alitalia qui a démarré il y a 1 an, Alitalia en faillite. Est-ce que le même sort pourrait être réservé à Air France ? Alors je mettrais de côté Alitalia, qui est une compagnie qui est notoirement mal gérée depuis sa naissance quasiment. Elle a été bien mal baptisée. Cette société a perdu de l'argent quasiment tout au long de son existence. Enfin, voilà, elle était mal gérée à tous les niveaux. Swissair Sabena, c'est beaucoup plus intéressant. Alors déjà, leur mort est concomitante, puisque Swissair avait racheté la Sabena, donc elles sont mortes. En cascade. Oui. La mort de la Swissair a entraîné la mort de la Sabena. Et la Swissair, c'est assez intéressant comme histoire parce que c'était pour le coup vraiment un fleuron. Swissair, ça faisait vraiment partie de l'image suisse avec le logo qui est le drapeau suisse. C'était vraiment l'excellence aérienne. C'était vraiment, on prenait Suisse comme c'était vraiment quelque chose de luxueux. Pourquoi a-t-elle disparu ? Alors, Suisse a fait des investissements un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment. Elle a eu un peu des rêves de grandeur, elle a racheté à droite, à gauche, etc. Elle s'est retrouvée collée à un moment avec des problèmes de facture. Elle a choisi de délocaliser son siège et ses départs du vol de l'aéroport de Zurich, alors qu'elle était auparavant basée aussi à Genève. Ça a créé des tensions dans le pays. Le pays a vécu avec cette compagnie, la scission de cette compagnie, et je peux vous dire, pour avoir habité en Suisse à cette époque-là, qu'ils l'ont vraiment vécu comme quelque chose
excusez-moi, Charnel. De Charnel, exactement. Ça a créé. Est-ce qu'Air France pourrait connaître le même sort? Écoutez, Swissair a disparu. Elle a vraiment disparu. Elle vivote aujourd'hui à une marque qui s'appelle Suisse, qui est bien loin de ce qu'elle a été. Le grand traumatisme suisse, c'est le jour où les avions de la Swissair sont restés collés au sol parce que la compagnie n'avait tellement pas payé ses factures que plus personne ne voulait lui livrer de carburant. Et ça a été quelque chose de vraiment incroyable. Alors que ça avait été une compagnie florissante qui dégageait des milliards et des milliards de francs suisses. Est-ce qu'on peut comparer alors avec la situation d'Air France? Mais peut-être parce qu'il y a eu des alertes à la Swissair que personne ne les a vraiment entendues et que voilà, finalement tout s'est dégradé au point de non-retour. Oui. Donc, attention. Jamais too big to fail, et on a d'autres précédents qui ne sont pas cités dans votre liste, mais la Pan Am, par exemple, qui était une des grandes compagnies américaines, elle aussi a fait totalement faillite. Elle a disparu. On a pris les grandes compagnies nationales publiques pour voir que ce qu'on pense impossible peut aussi arriver. Ça peut arriver pour Air France, Jean-Baptiste Djebari? Alors moi d'abord, je suis d'un naturel optimiste, donc je pense que ni la SNCF ni Air France ne vont mourir. En revanche, ce qui est vrai, ce qui n'a pas été dit dans vos chiffres, c'est que s'agissant d'Air France, la situation elle est fragile. Parce que les bons résultats qui ont été ceux d'Air France KLM l'année dernière, les 1,5 milliard, effectivement il y a une répartition un peu inégale, c'est un tiers du bénéfice pour Air France, alors que KLM est un tiers de fois plus petite. Mais surtout, ce bon résultat, il est porté par un prix du pétrole qui est extrêmement bas. C'est 44 $ l'année dernière. Le prix du pétrole cette année, c'est 69 $. Donc c'est évidemment fragilisant pour les résultats du groupe. La surfacture du fait de ce prix du pétrole, c'est 350 millions d'euros pour cette année. Donc c'est beaucoup. Et puis par ailleurs, dans un marché en grosse croissance, 6% par an, le trafic aérien, Air France qui a peu de cette croissance et du coup est moins rentable que les autres. Je prends un chiffre, la rentabilité d'Air France c'est environ 4%. Oui. Lufthansa c'est environ 8%, KLM 8%, et British Airways qui est comparable, c'est 12%. Et je ne parle même pas des compagnies du Golfe sur lesquelles éventuellement on peut avoir d'autres discussions. Mais la réalité de la fragilité d'Air France, elle est attestée. Et en revanche, elle a absolument toutes les ressources possibles, humaines, techniques, pour rebondir. Mais c'est vrai que c'est une situation. Donc c'est une question de gestion, de volonté C'est une question de gestion, d'ambition. Nicolas le disait très bien sur les modèles qui arrivent. Rappelons qu'au début des années 2000, on a loupé le moyen courrier low cost. À l'époque, M. Spinetta n'y croyait pas. Il avait dit le moyen courrier low cost, chez nous, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, c'est 30% du marché qui est opéré par EasyJet, Ryanair et d'autres. Et les modèles tels que Nicolas l'évoquait sur Norwegian, qui arrivent avec des modèles extrêmement peu coûteux, extrêmement performants, très innovants, qui correspondent vraiment aux besoins du marché. Un chiffre, Norwegian, c'est 40 avions aujourd'hui, c'est 70 en commande. Ça veut dire, et c'est une compagnie qui opère depuis 2 ans. Donc ça va extrêmement vite, il faut être très réactif, et c'est ce qu'Air France doit réussir comme challenge pour ces prochains mois, prochaines années. Sachant que, si je peux juste ajouter un mot, Air France a une image quand même encore qui fait partie de son patrimoine. Alors c'est pas une chose qu'on capitalise, une marque. Une belle image, une bonne image. Air France, ça veut encore dire quelque chose. Dans le monde, Air France a encore quand même... Du prestige. Oui, voilà. Donc, Adrien Quatennens, on dramatise quand on dit Air France pourrait disparaître? En tout cas, Air France ne doit pas disparaître. Moi, c'est comme ça que tout le monde est d'accord. C'est un fleuron national. Mais... Alors, juste pour revenir un peu sur les chiffres que vous avez donnés. Bon, d'abord, c'est sûr qu'il y a eu une séquence difficile de 2007 à 2015 pendant laquelle l'entreprise n'a pas réalisé de bénéfices. Par contre, dès 2015, les bénéfices sont revenus. L'année 2015, c'était 800 millions. Et on a vu les chiffres que vous avez présentés rien que pour 2017, avec cette hausse de 42%, 1,5 milliard, ça a été dit. Juste, je reviens sur ce qui a été dit par rapport à KLM. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on analyse la situation de 2017, c'est 2 tiers des bénéfices qui peuvent être apportés à KLM. Et on le dit souvent, du fait notamment d'une politique salariale et de coûts moins élevés, le prix du travail est moins élevé. Mais on a oublié de dire qu'à l'époque de la fusion entre Air France et KLM, ce rapport était inversé. Et que c'était plutôt Air France qui rapportait les 2 tiers de bénéfices. Que s'est-il passé depuis notamment? Ça a été dit en filigrane dans votre reportage. Il y a eu petit à petit un dépeçage par la vente de filiales. Alors on a vu que ça a rapporté 300 millions d'euros, vous l'avez bien dit, mais quel coût ça va avoir à long terme pour l'entreprise de se séparer de ses filiales, comme Amadeus, qui est le service qui permet de réserver les billets, Servair pour faire effectivement... On a vendu les bijoux de famille pour le court terme. Et... Ensuite, juste pour décrypter aussi un peu le conflit qui est en cours à Air France. Vous avez une revendication initiale de la part des syndicats qui était une hausse salariale de 6%. Pourquoi 6% pour cette année? En gros, ils disaient que c'était pour revenir sur le gel des salaires qui avait lieu depuis 2011 et également pour rattraper l'inflation. Finalement, l'intersyndicale a revu à la baisse son chiffre et a proposé 5,1. Nous avons eu affaire à une direction bornée qui n'a pas voulu entendre ça, qui a laissé le conflit de, je crois, on a dit la grève, ça coûtait 300 millions au total. Voilà. 20 millions par les jour. revendications salariales du personnel
d'Air France, qui par ailleurs, il faut le dire, je le dis en face d'un pilote, les pilotes représentent 7% de l'effectif d'Air France, donc tout le monde n'est pas à des niveaux de salaire qui sont ceux des pilotes. Eh bien, ça aurait coûté simplement 240 millions que de suivre leurs revendications. Donc on voit bien, y compris que les conséquences de la grève, oui, certes, mais il n'y a pas des grèves tous les ans, parce que le référendum au sein de l'entreprise a quand même fait chuter l'action de 10,55%. Donc je pense qu'il y a une part de responsabilité importante aussi de la direction dans la gestion du conflit. Alors, puisqu'on est sur les responsabilités, parlons des salaires. Peut-être que ce sont des salaires minoritaires, mais ils sont très visibles. Parlons du salaire des pilotes. Sont-ils supérieurs à la moyenne européenne? Sont-ils inférieurs? Sont-ils un frein à la compétitivité d'Air France? Regardez, on décortique ces chiffres. Alexandre Guetta, Fred Jolfre et Paul Mulder. C'est l'infographie. Piloter un avion de ligne chez Air France, un beau métier qui rapporte gros. Pour un jeune pilote fraîchement embauché, c'est 6 300 € bruts de salaire par mois. Après 15 ans de carrière, un pilote instructeur gagne entre 18 et 20 000 € bruts mensuels. Des salaires sensiblement équivalents avec les autres compagnies européennes. 18 750 € bruts de salaire mensuel chez Lufthansa, 17 200 € bruts chez British Airways. Mais là où les pilotes Air France sont gagnants, ce sont sur les heures de vol. Ils volent en moyenne 650 heures par an, soit 12 heures et demie par semaine, alors qu'à British Airways ou Lufthansa, comptez plutôt 750 heures de vol à l'année, soit un peu plus de 14 heures par semaine. Des disparités encore plus fortes avec d'autres compagnies. Chez EasyJet, les pilotes gagnent en moyenne 8 500 € bruts par mois, 7 100 € bruts mensuels pour les pilotes Ryanair, avec, pour ces deux compagnies, 850 heures de vol par an. Air France est donc l'une des compagnies les mieux loties du marché. Pas étonnant qu'en mars dernier, l'entreprise ait reçu 4 300 candidatures au poste de pilote. Nicolas Bouzou, il y a une surenchère des pilotes d'Air France. Oui, peut-être, mais je vais vous dire, moi je pense que tout le monde est responsable. C'est-à-dire qu'il y a trois parties, parce que les trois ont une part de responsabilité. L'État, parce que depuis la création d'Air France, en réalité, c'est-à-dire depuis 1933, il considère Air France comme une branche de l'administration et non pas comme une véritable entreprise qui doit développer de façon autonome un projet entrepreneurial. Les Air France comme une bureaucratie en demandant simplement des efforts de réduction des coûts. Il en faut des efforts de réduction des coûts. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas dans la démagogie. Il en faut, mais ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas diriger une entreprise uniquement en demandant des baisses de coûts et des hausses de productivité. Il faut autre chose. Et puis l'intersyndicale, parce que là encore, n'attendez pas de moi de la démagogie, il est tout à fait légitime de se battre pour des augmentations de salaire, mais quand on est bien payé, on ne fait pas la grève pour des augmentations de salaire. On peut faire la grève quand véritablement il y a une raison, quand il y a vraiment une crise sociale. Mais quand on a ce niveau de salaire, non, parce que là, le problème, c'est pas le coût de la grève, c'est pas les 300 millions d'euros, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est tous les gens comme moi qui ont décidé que ils étaient obligés désormais de prendre des abonnements dans d'autres compagnies parce que celle-ci n'est pas suffisamment fiable. La désaffection, on prend l'habitude de voyager sur d'autres compagnies. Moi, je suis un patriote, compagnies. mais le patriotisme ne peut pas aller jusqu'au masochisme opiniâtre. Jean-Baptiste Djebari, est-ce que vous comprenez que l'opinion publique soit surprise quand on dit, voilà, des salaires de 18 à 20 000 euros quand on a quelques années d'ancienneté? On fait la grève pour obtenir, si je ne m'abuse, 10%, demandait le SNPL. Le principe. Les pilotes qui gagnent effectivement bien leur vie parce que c'est un métier très qualifié et qui correspond à un prix du marché qui est en Europe sensiblement le même pour chaque pilote, finalement sont fondés à se dire depuis 2011 mon pouvoir d'achat a diminué de 6% et je demande à ce qu'effectivement mon salaire rattrape l'inflation. Même s'ils travaillent moins que leurs homologues européens. Oui, mais alors ça, on peut vraiment regarder finement et c'est comparable Air France avec Lufthansa et KLM et avec d'autres compagnies qui sont sur les différents secteurs, c'est moins comparable avec EasyJet ou Ryanair qui font que du moyen courrier. Et d'ailleurs, les salaires entre les commandants de bord et les copilotes chez EasyJet et Ryanair sont très différents, là où il y a moins de différence ou de différentiel à Air France. Mais la réalité de l'augmentation ou la faisabilité, elle est à regarder en fonction de la capacité financière de l'entreprise. C'est ça. Moi, si vous voulez, je parle souvent au SNPL et on a souvent ces discussions-là. Moi, je comprends parfaitement les revendications. En revanche, c'est possible ou pas
au regard de la situation financière de l'entreprise. Et là, vous dites que ce n'était pas possible. Et je dis, la situation est fragile. Et effectivement, les 240 millions d'euros qui étaient annoncés, alors d'abord, il y a une partie fixe et une partie d'intéressement dans tout ça, il faut regarder vraiment finement, mais c'est 240 millions d'euros chaque année, indexés sur l'inflation, et donc ces coûts sont considérables pour une marge opérationnelle bénéficiaire de 590 millions d'euros. Donc c'était évidemment relativement conséquent. Alors l'un de ces pilotes en grève est en ligne avec nous. Bonsoir Grégoire Aplincourt, vous êtes président du syndicat des pilotes d'Air France, le SPAF, donc il y a le SNPL, on en parle beaucoup, c'est le principal syndicat, et puis il y a votre syndicat, vous aussi vous avez entendu, est-ce qu'on peut choisir la grève quand on est à ces niveaux de salaire et quand la compagnie est à ce niveau de difficulté? Ça, c'est une question que tout le monde se pose, en particulier à l'étranger. On nous regarde aujourd'hui en se disant mais pourquoi font-ils grève? Nous faisons grève, il ne faut pas l'oublier, nous faisons grève tout simplement parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à majoritairement eu du long courrier. Ça veut dire que sur la moyenne, nécessairement, ils font plus d'heures de vol. Il ne faut pas oublier que, par exemple, un pilote long courrier Air France, il y en a qui, le 15 décembre, sont arrêtés de vol parce qu'ils ont atteint le maximum réglementaire d'heures de vol. Ça veut dire quoi, voler moins que les autres? Vous comparez par rapport à quoi? Vous voyez, parce qu'il faut absolument avoir tous les paramètres. Vous avez un paramètre, vous avez le nombre d'heures de vol, mais est-ce qu'on a tous les autres paramètres? Mais 15 jours de grève, vous dites certes la direction ne nous écoute pas, mais enfin elle a fait des propositions elle aussi. Est-ce que c'est le seul moyen de vous faire entendre? Écoutez, est-ce que c'est le seul moyen de nous faire entendre? Aujourd'hui, nous avons demandé, sans poser de jours de grève supplémentaires, nous avons demandé à nouveau à notre direction de nous recevoir et de nous écouter. Vous parlez... La direction, elle est décapitée. Mais pourquoi est-elle décapitée? Non, il y a M. Janaillac qui a décidé de lui-même de faire une consultation afin d'essayer d'outrepasser les syndicats, qui a eu un non. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Il assume sa responsabilité puisqu'il a mis son poste en jeu. Ça n'est absolument pas nous qui l'avons demandé. Il ne faut pas oublier ça. Mais aujourd'hui, c'est le PDG d'Air France KLM qui démissionne. Mais est-ce que le directeur général d'Air France démissionne? Bon. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les discussions de reprendre alors que le directeur général, qui jusqu'à présent a assumé la responsabilité de ces discussions, est toujours en place? Monsieur Janaillac a écrit lui-même au pilote d'Air France hier soir qu'il n'avait pas pris part aux discussions, que ce n'était pas son rôle. Donc qu'est-ce que ça change? Adrien Quatennens, quand on est député de la France Insoumise, quelle attitude on a vis-à-vis d'une grève de personnes qui sont à ces niveaux de salaire? Vous le comprenez, Grégoire Aplincourt, vous lui dites? On commence d'abord par reconnaître dans ce que dit monsieur, notamment les conditions de dialogue social. Mais après, je vais resservir ce que je viens de vous dire. On aurait tort d'analyser le conflit à Air France à travers uniquement le prisme de la question du salaire des pilotes. Mais c'est une question importante. Non, c'est une question importante, mais elle est importante, toute proportion gardée. Les pilotes à Air France, c'est 3500 personnes sur un effectif de 47 000 personnes, d'accord? Le personnel navigant commercial, c'est 32 000 personnes. Non, pardon, au sol, c'est 32 000 personnes. Voilà. Et navigant, c'est 13 000. Voilà. Et ces gens-là, qui sont donc largement majoritaire. Mais vous esquivez là. Non, j'esquive pas. Sur cette question des pilotes. Non, mais cette question n'est pas la principale au sein des revendications salariales. Mais elle mérite quand même d'être traitée, d'être questionnée. Je vais vous répondre, je ne vais pas esquiver votre question, je termine juste de vous répondre. En l'occurrence, c'est 2000, 3000 de salaire à peu près moyen chez ce personnel extrêmement majoritaire chez Air France. Je reviens à votre question, vous allez voir que je n'esquive pas, sur la question des niveaux de salaire. Moi, je pense que monsieur a raison de dire une chose. Est-ce qu'on compare ce qui est comparable comparativement à ce qui se fait notamment à l'étranger? Peu importe les niveaux de salaire. Vous savez, je vais pas vous faire ce type d'attaque, mais si on comparait aussi les salaires des journalistes, peut-être que vous seriez tout rouge à cette heure. Peut-être si on était en grève, on se prendrait ça dans la figure. Ce que je veux dire moi, si vous voulez, c'est que la trajectoire, et finalement elle est assez bien décrite, y compris par monsieur Bouzou, c'est de se dire, est-ce que la course doit être celle au low cost, par exemple, et aujourd'hui c'est effectivement le modèle dominant, c'est-à-dire que l'objectif absolu c'est de faire moins cher, et la compétition se fait sur un seul argument qui est le moins cher, et donc produire moins cher. Enfin, derrière tout consommateur, David, qui cherche du moins cher, il y a un potentiel producteur qui est donc mis en compétition avec des pays où les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes, et ensuite, ce que je veux dire également, c'est que l'État doit pouvoir jouer son rôle. Bon, vous l'avez dit, la France Insoumise soutient cette grève des pilotes. La France Insoumise soutient un dialogue social qui ne soit pas simplement une fumisterie
Et en l'occurrence, elle soutient le fait que ça ne soit pas une harmonisation forcée par le bas au prétexte d'une compétition qui se fait uniquement sur le prix. Et juste une chose, je voudrais quand même le signaler, c'est vrai que, y compris monsieur a raison de rappeler que la conception du dialogue social et monsieur Janaillac, c'est lui qui a décidé cette consultation, qui n'a d'ailleurs pas de cadre légal réel et qui a mis sa démission en jeu. Puisqu'on parlera de la SNCF après, parce que souvent dans les médias, on a tendance à minorer le niveau de grève. C'est vrai qu'à Air France, c'était entre 10 et 20%. Par contre, vous avez vu que sur le référendum en question, c'est 80% de participation et un résultat écrasant de 55%. Alors moi, je demande, puisqu'on parlera après de la SNCF, on marque une pause. Monsieur Pépi, quand est-ce qu'on vote? C'est ce que demande la CGT. Grégoire Aplincourt, vous restez avec nous, on a encore une question à vous poser, on se retrouve dans un instant. Merci de nous retrouver. La question du jour. Air France, SNCF, nos deux fleurons peuvent-ils mourir? Deux compagnies publiques ou en partie publiques, 14% de participation de l'État Air France, deux grèves très longues, deux pertes qui se creusent. On en parle depuis tout à l'heure avec Nicolas Bouzou, avec Emmanuel Ducrot, avec le pilote de ligne et député LREM Jean-Baptiste Djebari, et avec Adrien Quatennens de la France Insoumise, et avec Grégoire Aplincourt, président d'un des syndicats de pilotes, le syndicat, le SPAF des pilotes. Grégoire Aplincourt, je voudrais vous faire entendre ce que déclarait Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, il y a quelques jours. Il parlait de vous, il parlait des pilotes, et ces mots n'étaient pas très tendres. Écoutez. Là, on a un syndicat majoritaire de pilotes qui s'appelle le SNPL, qui prend tout le monde en otage. Ça va se passer comment à la fin? Si on suit le SNPL, ça va se passer où les pilotes, on va leur donner de quoi s'en sortir, et puis le personnel au sol, il trinquera. On aura des suppressions d'effectifs, on aura des réductions de personnel. C'est comme ça que ça s'est déjà passé. Alors, Grégoire Aplincourt, on voit quand même que le salaire des pilotes, c'est 25% de la masse salariale à Air France, avec des salaires pour les pilotes confirmés, instructeurs de 18 à 20 000 euros. Est-ce que il n'y a pas un côté égoïste, voilà, dans votre revendication par rapport à l'ensemble des salariés d'Air France? Non, mais écoutez, c'est pas... La demande, elle est la même pour tout le monde. C'est la première fois, je rappelle, qu'à Air France, que tout le monde a les mêmes demandes et soutient les mêmes demandes. Ces demandes, elles sont justifiées par des années d'efforts. Monsieur le maire a cru bon de faire quelques remarques récemment assez mal placées, puisque apparemment il ne connaissait pas grand-chose au dossier d'Air France. Je rappelle quand même 2-3 petits éléments, puisque vous avez des économistes sur le plateau. Je voudrais rappeler déjà que la dette d'Air France rapportée au chiffre d'affaires, elle est 3 fois moins importante que celle de KLM. On en parlera. Mais là, on parle des pilotes et de Laurent Berger. Voilà. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais Laurent Berger, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à Laurent Berger? Moi, je suis un peu étonné de syndicalistes qui ne font que s'attaquer à d'autres syndicalistes, alors que nous-mêmes, nous sommes en train d'essayer de défendre, y compris les personnels sols et tous les navigants d'Air France, parce que nous avons les mêmes revendications. Ces revendications, elles sont pas venues au hasard. Elles sont liées au fait déjà que ça fait 7 ans que nous faisons tous collectivement des efforts. Là non plus, ça ne fait pas 2 ans que nous faisons des efforts, ça fait 7 ans que nous en faisons tous, que nous avons bloqué nos salaires, que donc forcément avec l'inflation, on perd de l'argent. Mais il y a l'avancement automatique quand même. Pas pour le. Oui, non, mais ça représente quasiment rien du tout. Mais si vous voulez, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. C'est que quand vous bloquez les grilles à zéro, automatiquement, si vous voulez, avec l'inflation, vous perdez de l'argent. Bon, ça c'est mécanique. Le problème, c'est quoi? C'est que non seulement on a bloqué nos grilles, mais il faut pas oublier qu'on parle depuis quelques jours là, on parle de productivité. On dit qu'Air France doit faire des efforts de productivité. Depuis 2011, il y a eu 3 plans successifs de productivité. Ça veut dire qu'on a donné la productivité, on travaille plus qu'avant, ce qui ne permet plus aujourd'hui d'ailleurs de dire que les pilotes d'Air France travaillent moins que les autres. Ça, c'est faux, c'est entièrement faux. Donc, ces plans de productivité ont produit leurs efforts, et heureusement parce que c'est ce dont Air France avait besoin. Bon. Aujourd'hui, Air France va à mieux sur certains aspects, bien entendu. Quand je vous dis que la dette d'Air France est 3 fois moins que celle de KLM, c'est la vérité. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, la dette de KLM, c'est pas le seul problème. C'est qu'aujourd'hui, l'activité, si vous voulez, on parle du chiffre d'affaires, l'activité a été reportée chez KLM. Pourquoi? Parce que KLM étant moins chargé et subissant moins les charges, les taxes d'aéroport, etc., qui sont moindres, bien moindres d'ailleurs à Amsterdam, les taxes là où l'État pourrait agir et non pas sur la dette.
Monsieur le maire, encore une fois, a dit qu'on demandait le remboursement de la dette d'Air France. Mais c'est pas du tout ça. Air France rembourse sa dette. Mais aujourd'hui, force est de constater que si vous voulez, l'équilibre qui existait aujourd'hui au départ, entre Air France et KLM, c'était 40% d'activité chez KLM, 60% c'est Air France. Ça a été transféré chez KLM parce que KLM coûte moins parce qu'il y a moins de charges. C'est là que l'État devrait jouer son rôle. Alors on parlera de l'État actionnaire dans un instant, mais Nicolas Bouzou... Ça n'est pas à cause des efforts de productivité qui n'auraient pas été faits. Bien au contraire. Si aujourd'hui Air France subissait les mêmes taxes, je termine juste, mais si Air France subissait les mêmes charges... On va parler dans un instant des taxes et du rôle de l'État, Grégoire Aplincourt, mais Nicolas Bouzou, il a lu la presse néerlandaise et vous avez entendu aussi les remarques des confrères de Grégoire Aplincourt néerlandais de KLM. Pardonnez-moi, en toute fausse sans modestie, j'étais content de me retrouver en plus dans la presse néerlandaise parce que j'ai demandé à l'État français de sortir de l'actionnariat d'Air France et j'ai vu que ça avait été un petit peu repris dans la presse française, mais énormément repris dans la presse néerlandaise. Nos amis néerlandais donc sont un petit peu apparemment agacés de ce qui est en train de se passer. Non, mais ce qui est dit est vrai, c'est-à-dire le fait que les pilotes ne sont pas les principaux responsables de la situation actuelle d'Air France. En toute rigueur, il faut le dire, c'est vrai qu'il y ait un différentiel de charges, pas seulement dans le transport aérien, mais par définition dans tous les secteurs de l'économie qui soit au détriment de la France, du pavillon français. C'est vrai, on retrouve le même problème dans le transport routier de marchandises, si vous voulez. C'est très exactement la même chose. C'est pas ça. Le problème, c'est que, je le redis, il y a un problème de dialogue social chez Air France depuis le début. Depuis le début. Écoutez, franchement, il y a quelques jours... Attendez, il y a quelques jours de congé en ce moment. Il y a des ponts. Vous avez un des livres les plus merveilleux de la littérature française, qui est un livre de Joseph Kessel, la biographie de Mermoz. Et à la fin, Joseph Kessel explique les débuts d'Air France. Et c'est absolument fascinant parce que Kessel dit, mais au fond, cette entreprise qui a été créée donc en 1933 pour rationaliser les tout débuts du transport aérien, c'était vraiment une innovation, l'aéronautique civile en 1933, eh bien cette entreprise, elle a toujours eu des problèmes de dialogue social. Les pilotes ne se sont jamais entendus avec la direction qui a toujours été trop bureaucratique. L'État a toujours été... Oui, c'est le charme de la France, Jean-Baptiste, d'accord, mais enfin bon, c'est un charme parfois... C'est vrai qu'on entend souvent ça en France, un peu problématique. Donc c'est pas ça. Déjà. Mais qu'il y ait des négociations dures, que les pilotes, en effet, les pilotes ont fait des gains de productivité et qui discutent de ça avec la direction. Très bien, enfin, je veux dire, qui peut s'opposer à ça? Mais simplement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le résultat de la grève, c'est que de toute façon, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de primes chez Air France. Il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Voilà, c'est ça. Et tous les Français sont actionnaires par l'État et tous les Français peuvent quand même s'intéresser légitimement à ce problème. C'est ça le sujet. C'est que la grève n'est pas un outil adapté par rapport dans ce cas précis, par rapport à des revendications qui peuvent être légitimes. La grève est-elle un outil adapté? Écoutez, Grégoire Aplincourt, ce que dit une hôtesse de l'air de KLM, interrogée samedi soir à Amsterdam Schiphol, l'aéroport néerlandais. Écoutez. Je n'ai pas un bon ressenti. Ça coûte trop cher à cette compagnie. C'est perturbant pour les passagers et pour nous, KLM. Je ne crois pas que ce soit juste. Elle parle d'Air France, évidemment. Ils sont agacés chez KLM, Grégoire Aplincourt. Oui, absolument. Et ils sont agacés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est agacé, nous y compris, parce que nous ne comprenons pas, même si Mermoz, lui, l'avait compris à l'époque, mais n'est pas Mermoz qui veut, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, la direction refuse à ce point le dialogue social. C'est absolument incroyable de se retrouver face à une direction qui aujourd'hui nous dit, alors nous avons demandé ce matin encore à être reçus pour discuter, nous n'avons pas posé un préavis de grève, nous avons demandé à être reçus ce matin. La réponse a été simplement non. Écoutez, non, on attend le nouveau PDG. Mais enfin, ce n'est pas sérieux. Comment imaginer un seul instant qu'une entreprise comme Air France, qu'une compagnie aérienne, ne soit pas aujourd'hui dirigée? Alors, il y a un directeur général à Air France. Emmanuel Ducrot et puis Jean-Baptiste Djebari vous posera une question aussi. Emmanuel Ducrot. On avait quand même bien compris avant le référendum mis sur la table par Jean-Marc Janaillac que Air France décapité, ça voulait quand même dire une phase de turbulence, passez-moi le mauvais jeu de mots, pour cette entreprise. Enfin, je veux dire, ça me paraît assez évident qu'une entreprise comme celle-ci, sans tête, même si elle a un directeur général, il va quand même falloir repenser une stratégie de zéro, puisque quand on devient PDG d'Air France, on est quand même supposé donner une feuille de route. Et là, en l'occurrence, il n'y en a plus. Celle de Jean-Marc Janaillac, elle a disparu avec
donc lui qui a pris la porte, c'est pas très étonnant que les négociations sociales soient au point mort. C'est lui qui a choisi la méthode. Hein. Et j'ajoute que quand même, Air France, c'est aussi deux corps sociaux qui se frictionnent en permanence. On a les pilotes d'un côté et on a les personnels au sol. Et c'est aussi deux corps qui fonctionnent à des rythmes différents, avec des revendications différentes, qui sont souvent montés l'un contre l'autre, qui n'ont pas les mêmes objectifs. D'ailleurs, on n'entend pas les personnels au sol dans cette grève. C'est une grève des pilotes. Et tout ça, alors ça, je suis pas d'accord. Hein. Alors là, je suis pas d'accord. On les entend pas. On a vu Mme Monségu il y a quelques heures sur LCI. C'est parce qu'on passe beaucoup de temps à parler uniquement des pilotes. On voit tout à fait les personnels sols discuter. Je remarque dans ce que vous dites que quand même, c'est la première fois que nous sommes tous d'accord pour revendiquer ensemble. Et ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète personne, en tout cas chez Air France, de se dire, bah tiens, c'est étrange, ils sont tous ensemble. Alors effectivement, normalement, les personnels sols, habituellement, n'a pas les mêmes revendications, voire ils sont pas contents quand les pilotes revendiquent quelque chose. Là, on revendique tous quelque chose, on demande en plus une discussion, et on nous la refuse. On arrive à chaque fois avec un ultimatum. On est arrivé avec un ultimatum en disant, écoutez, vous voulez 6%, maintenant 5%, bah écoutez, nous ça sera 2%, c'est à prendre ou à laisser. Ça marchait pas, on nous a dit, bah écoutez, on va faire une consultation, ça sera oui ou non, et si c'est non, je m'en vais. Où est le dialogue? Où est le dialogue? Jean-Baptiste Djebbari, et puis on parle de l'État. Il n'y a pas de dialogue, et tout le monde est d'accord. C'est pas qu'il n'y ait pas de dialogue, le dialogue il a lieu tout le temps, mais il n'est pas fécond. Il n'est pas fécond parce qu'il y a une crise de confiance qui est majeure, et ça c'est vrai. Oui. Et donc pour retrouver cette confiance et pour arriver à avoir un dialogue social qui soit fécond, il faut une nouvelle équipe, il faut un nouveau mandat, et il faut qu'Air France effectivement retrouve de la sérénité dans le dialogue social. Ça, on a eu une nouvelle équipe il y a 2 ans déjà, je vous fais remarquer. C'est vrai, mais bon... Et là, on va restaurer le dialogue. Effectivement, Jean-Marc Janaillac a pris son risque, il a perdu de façon très claire 80% de participation, 55% pour le non, il assume et il part. Donc je pense qu'on peut lui reconnaître cette honnêteté-là. Alors, et l'État, oui, Jean-Baptiste Djebbari. Deux points pour revenir sur ce que disait Grégoire à Plaincourt sur les efforts de productivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un pilote sur Boeing 777 vole 780 heures par an, ce qui est très largement comparable, voire même un peu au-delà de ce que font d'autres pilotes sur des compagnies similaires. Sur le différentiel de taxes et de productivité, le différentiel de taxes, il est très bien démontré. C'est à peu près 200 millions d'euros pour les taxes et redevances quand on compare Air France à KLM, et c'est à peu près 700 millions d'euros quand on regarde les cotisations patronales. En moyenne, c'est 46% pour une boîte comme Air France, et c'est 25% chez KLM. Donc ça existe. Donc on demande à Air France de faire la compétition avec des boulets aux pieds, c'est ce que vous nous dites. Je dis que le cadre fiscal et social en France, il est protecteur, il est généreux, il est aussi coûteux. C'est un modèle de société. Il est débattu par ailleurs dans le cadre des assises de l'aérien. Juste rapidement, déjà première chose, et on dire que le perpétuel grève bashing n'est pas supportable. Et on le voit, y compris le fait de mettre en perspective les salariés de KLM avec ceux d'Air France. On est dans le cadre, de toute façon, il faut bien le comprendre, d'une Europe qui pousse à cette compétition dans un cadre qui n'est pas harmonisé socialement et fiscalement et qui même d'ailleurs interdit l'harmonisation sociale et fiscale. Hein, figurez-vous quand même que c'est écrit noir sur blanc dans les traités. Ça veut dire que, y compris ce que l'on voit apparaître, ces effets de dumping, c'est pas du dommage collatéral, c'est conçu comme tel. Pour faire en sorte que vous vous dites, pour gagner la compétition et courir plus vite, il faut que je me scie moi-même les jambes. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et finalement, il y a un argument d'autorité, et moi ce que je regrette finalement, c'est de se dire que on est sur cette course au moins cher. Moi, puisqu'on va parler de l'État dans un instant, je préférais qu'on se soucie, par exemple, plutôt que d'aller sur une course au low cost, d'avoir une véritable, par exemple, efficience écologique qui nécessite des investissements en matière de recherche et donc un État stratège. Peut-être qu'on peut en parler. C'est autre chose que ce qu'on est en train de faire. On est en train de tous aborder avec cette logique de la concurrence libre et non faussée à tout bout de champ envers et contre tout. Alors, une réaction rapide, parce qu'on n'est pas sur une course au low cost. D'abord parce que l'aviation, ça coûte cher et ça coûtera toujours cher. Les formations coûtent cher, la maintenance coûte cher, tout coûte cher dans l'aéronautique civile. Et vous décriviez comment ça se passait dans le low cost. Non, il y a un modèle low cost qui est très condamnable et qui rebondit avec ce que vous avez dit sur l'Europe. Ryanair, c'est un modèle contentieux. Ils ont embauché des pilotes, auto-entrepreneurs, ils ont joué le contentieux avec la commission. Et vous disiez que ces pilotes à Ryanair, quel était leur régime? Auto-entrepreneurs. Mais c'est-à-dire qu'ils... C'est-à-dire que d'abord, ils sont payés, ils ont 0 heure garantie dans le mois. Ils volent, donc ils volent beaucoup, donc ils sont payés correctement, mais ils sont auto-entrepreneurs, ils payent leurs charges, ils payent leur protection sociale, ils sont auto-entrepreneurs. Ils amènent leurs costumes. Ils payent pour leur visite médicale, ils payent pour leur costume, ils sont logés... Ils ne sont pas payés les mois où ils sont en vacances. Ils ne sont pas payés quand ils sont en vacances. Mais ils sont compétitifs, youpi.
J'ai été expert judiciaire à une C'est un époque, modèle, Jean-Baptiste Durian? Évidemment que c'est pas un modèle. Évidemment que Non, mais il y a quand même un glissement qui s'opère. Les hôtesses et les stewards de Ryanair à Marseille étaient logés dans un camping. Donc je pense que quand on fait un métier de sécurité, c'est juste inacceptable. En revanche, c'est un modèle très déviant. C'est un modèle qui s'est assis aussi sur la faiblesse d'une Europe sociale qui n'est jamais advenue. Et ça, vous avez raison. Il aurait suffi de dire. C'est bien, les européennes qui arrivent bientôt, on va pouvoir. Il aurait suffi de dire en 2005. Un pilote, c'est un salarié et il est sous contrat permanent et pas auto-entrepreneur. Vous n'auriez pas Ryanair qui aurait prospéré en faisant des milliards de bénéfices. Défaillance de l'Europe. Donc il faut l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Et donc dumping social dans l'Europe. Il faut sortir de ces traités qui l'interdisent. Non, au contraire. Les traités il faut un cadre. Il faut un cadre européen. Mais qui l'a fait? C'est le traité de... Attendez, mais je peux mettre les pieds dans le plat, parce que pour une fois que je suis d'accord avec la France Insoumise, c'est le traité de Maastricht qui institutionnalise la concurrence sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que celui de 2005 reprenait tous les précédents? Absolument, et je pense qu'il faut les modifier, et j'espère en effet que ce sera un débat pour les européennes, parce que je pense que une Europe puissance, c'est une Europe qui harmonise, en effet, progressivement la fiscalité. Vous reconnaissez donc que la question de traité constant ou pas est centrale dans notre affaire. Mais complètement. Et que c'est M. Juncker qui a dit il n'y a pas de démocratie en dehors de ces traités. Non, mais on peut les modifier, les traités. Eh bien, renégocier, pour l'instant, personne ne l'a fait, monsieur. Personne ne l'a fait. Ah oui, mais parce que c'est pas Emmanuel Macron qui va le faire. Ce débat, je crois que si. Écoutez, ayons ce débat en tout cas pour les élections européennes. Mais je pense très honnêtement qu'il n'y a pas que la France Insoumise qui est pour l'harmonisation. Je pense qu'à peu près tous les gens qui réfléchissent plus de 5 secondes à ces sujets sont favorables à l'harmonisation. Beaucoup de gens remettre en cause les traités européens. Notamment vrai pour les secteurs qui sont très ouverts au commerce. Je voudrais qu'on dise un mot de l'État actionnaire dans Air France, et qu'on entende d'abord les représentants de l'État, les membres du gouvernement qui ont pris la parole ces derniers jours. Écoutez, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Voici ce qu'ils ont dit sur Air France. Merci Grégoire Plaincourt d'avoir été avec nous. L'État actionnaire, on écoute ses représentants. Je suis préoccupé par la situation chez Air France. Mais je ne peux pas non plus raconter des cracks et ne pas voir la situation en face. La décision a fait entrer l'entreprise dans une zone de turbulence. Quand on prend des décisions, il y a toujours des conséquences. Et on y est. Air France doit gagner en compétitivité et il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Ce conflit a coûté beaucoup d'argent à la compagnie. Voilà, si tout le monde collectivement ne se saisit pas de l'avenir de l'entreprise, de la nécessité pour elle de se développer, ce qui suppose d'être compétitif, alors on peut être préoccupé pour l'avenir d'Air France. Ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, l'État arrivera à la rescousse d'Air France et épongera les pertes d'Air France se trompent. Si Air France ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires, Air France disparaîtra. Il est envisageable que l'État laisse disparaître Air France ? L'État actionnaire, 14%, le double pour les droits de vote dans l'Assemblée. C'est une très mauvaise idée de vendre les actions d'Air France dans la mesure où elles ont diminué, été divisées par 2 depuis janvier, c'était 14 € l'action et c'est 7 € maintenant. Ça fait longtemps qu'elles ne sont pas très chères. Puis le cours diminue encore avec la démission du PDG. Effectivement, en effet. Non, en revanche, l'État actionnaire, il a 2 responsabilités. Celle, effectivement, notamment de voter pour un dirigeant, une équipe dirigeante. Et ça, je crois que c'est le sujet de maintenant. Il faudra une équipe dirigeante ambitieuse. Moi, je pense qu'on a, pendant longtemps, nommé des personnes qui venaient de la technocratie, il faut le dire, des polytechniciens, des énarques, et qu'on a plein de gens compétents, en France et à l'étranger, qui viennent du secteur aéronautique et qui pourraient faire de très bons candidats pour Air France. Moi, je souhaite qu'on amorce aussi. Une compagnie aérienne, ce n'est pas une industrie particulière, c'est vraiment complexe. Tous les jours, vous êtes sur le pont. Mais pardonnez-moi, je mets les pieds dans le plat là aussi. L'État déplore le manque de compétitivité d'Air France, alors que c'est l'État qui impose ce niveau de charge très différent des concurrents d'Air France à la compagnie, que c'est l'État qui impose peut-être les taxes aéroportuaires, dont on dit aussi qu'elles sont plus élevées qu'ailleurs. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie de l'État ? Que l'État actionnaire, on va parler de la SNCF, mais que l'État actionnaire soit schizophrène me semble quelque chose qui est relativement bien documenté. Et dans le cas d'Air France, c'est très clair. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un État qui siège au conseil d'administration d'Air France. Je ne veux pas être méchant, mais enfin, très honnêtement, on se demande pourquoi. On se demande ce que la présence de déjà Air France n'est pas un service public. D'ailleurs, on l'a vu, très honnêtement, ces 15 derniers jours, la continuité territoriale en France, notamment vers nos compatriotes d'outre-mer, c'est pas Air France qui l'a assuré, ce sont d'autres compagnies complètement privées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si l'État veut s'occuper sérieusement d'Air France, en effet, qu'il mette en place un vrai plan de développement du transport aérien et qu'on s'attaque à la question des redevances aéroportuaires. En effet, alors c'est pas vraiment l'État. Pourquoi pas un vrai service public de l'aéronautique ? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon ? Pourquoi pas un vrai service public de l'aéronautique ? Parce que le service public, c'est pas forcément le secteur public. Je pense que les acteurs privés peuvent répondre à des missions de service public. Et on le voit bien. Qui s'est occupé de la desserte aérienne de la France ? Avec un souci de rentabilité, M. Bouzou, que
n'ont pas les... Ah ben on voit avec quel résultat. Attendez, je mets encore une fois les pieds dans le plat. Alors là, vous allez détester ce que je vais dire, mais c'est le plaisir de la discussion. Non, mais qui a assuré la continuité territoriale de la France ces dernières semaines, notamment mais dans le domaine aérien, des compagnies qui s'appellent Air Caraïbes, Corsair et EasyJet. Mais parce qu'on n'a pas un vrai service public, sans doute. Mais un service public de l'aérien, pourquoi faire? Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État de faire voler des avions. Il y a des compagnies qui font ça très très bien. S'il s'agit d'assurer une continuité et qu'il y a un service, c'est quand même bien son rôle. Oui, mais s'il y a la grève, la continuité n'est pas assurée. Le service public de l'aérien, ça existe. Oui, mais ce n'est pas le cas en France historiquement. Ça existe en Outre-mer, ça existe sur certaines lignes comme Brive-Paris, où vous n'avez pas de rentabilité. Et donc là, l'État, les régions, les collectivités pallient au déficit de rentabilité de certaines lignes pour aménager le territoire. On n'a pas besoin de l'État actionnaire. En revanche, non, on a besoin de collectivités, de gens. Non, mais c'est important de dire quand même que souvent l'État est là quand c'est pas rentable, et que le privé, lui, ne va pas l'investir dans des infrastructures là où c'est pas rentable. C'est important de le dire quand même. En revanche, les compagnies aériennes, sur une croissance qui est quand même de l'ordre de 5% par an et qui va continuer pendant des années et des années, une compagnie aérienne peut être très rentable. Sauf que ça coûte cher. Le coût moyen du capital d'une compagnie aérienne, c'est 7%. Donc si vous voulez être rentable, il faut gagner plus de 7%. Et en France, on le disait, c'est environ 4% de rentabilité annuelle. Donc il y a un marché pour ça, il y a des acteurs qui sont extrêmement structurés, des acteurs sérieux, qui font de la sécurité. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un service public de l'aéronautique autrement que sur les lignes d'aménagement du territoire. Un mot, parce qu'on va parler de la SNCF, mais Emmanuel Ducrot, est-ce que ce que dit Bruno Le Maire est sincère? Est-ce qu'il est envisageable que si Air France était en grande difficulté au bord de la faillite, l'État laisse Air France faire faillite? J'ai beaucoup de mal à le croire. Politiquement, ce serait intenable. Politiquement, ce serait intenable. Ça s'appelle Air France. Enfin, je veux dire, laisser couler un pavillon aérien, ce serait quand même quelque chose de terrifiant. D'ailleurs, on voit que le gouvernement... Ils ont fait couler et revendu pas mal de choses. D'ailleurs, on voit bien que le gouvernement italien a beaucoup de mal à lâcher Alitalia. On repousse sans arrêt la date de vente des actifs. Ça devait être en avril, ce sera finalement à la fin de l'année. C'est pas rien, une compagnie aérienne. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose de très... Un fleuron, l'orgueil national. Donc je ne pense pas que le gouvernement laissera mourir Air France. En revanche, je me pose vraiment la question, tout comme vous, Nicolas Bouzoun, mais que font-ils au conseil d'administration d'Air France? Que font-ils là? La SNCF peut-elle disparaître elle aussi? En tout cas, peut-elle sortir de la non-viabilité? Écoutez d'abord ce que disait un autre membre du gouvernement, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, parlant de la SNCF. Lui non plus n'y allait pas par quatre chemins. Je comprends bien les problèmes sur la SNCF, mais la SNCF pourrait demain mourir si effectivement on n'en changeait pas la formule. La SNCF pourrait mourir? C'est une expression un peu abstraite ou c'est une réalité? Il n'y est pas, non. La SNCF est en plus une entreprise en position de monopole, mais pour le coup, par rapport à Air France... Mais demain, elle ne le sera plus. Oui, enfin, il y a quand même une sorte de, non pas de monopole, mais la concurrence sera quand même forcément beaucoup moins forte, puisque vous comprenez bien qu'il est très facile de développer des lignes aériennes, des lignes ferroviaires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a une concurrence légale, la concurrence effective sera pas du tout comparable avec ce que subit Air France en termes concurrentiels aujourd'hui. Il y a des lignes où la SNCF ne pourra pas être concurrencée. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut des rails pour passer. Alors sur des rails, vous pouvez mettre plusieurs trains, mais évidemment des lignes aériennes, je parle sous le contrôle d'un pilote de ligne, et des lignes aériennes, on peut les démultiplier à l'infini. Non, le vrai sujet pour la SNCF, c'est celui de la modernisation. Et d'ailleurs, je regrette que ce soit un sujet dont on parle assez peu. On parle beaucoup de la grève de la SNCF, mais on ne parle pas de l'avenir des transports, de l'avenir du lien entre les métropoles françaises et les communes rurales. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un sujet qui est très passionnant derrière ça. Il y a un sujet à la fois d'aménagement du territoire et un sujet technologique. On voit par exemple que commence à se développer ce qu'on appelle Hyperloop. Vous savez, c'est pas tout à fait un train, les puristes me pardonneront, mais cette sorte de train supersonique. Hyperloop, hein, bon français. Pardonnez-moi. Dans un tunnel. Dans un tunnel vide, en réalité, où on est propulsé à la vitesse du son. Enfin, il y a quand même des enjeux. Le rôle des pouvoirs publics, c'est d'arriver à se projeter, à définir une stratégie, une politique de transport à l'horizon de 25-30 ans. Parce que les infrastructures de transport, quand vous les avez, vous les avez. Quand vous avez un aéroport, vous l'avez pour 100 ans. Quand vous avez une gare, vous l'avez pour 100 ans. Donc je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et ce sujet n'est pas abordé. Mais en tout cas, il faut évidemment apporter de la flexibilité à la SNCF. C'est la raison pour laquelle je soutiens la suppression du statut, tout simplement parce que même si la SNCF ne va pas mourir, elle va se transfigurer, elle devra se transfigurer. Bon, c'est votre ministre qui a parlé, Jean-Baptiste Djebbari. Il a raison de dire que la SNCF peut mourir? Alors moi je le vois un peu différemment. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, hein, mais quand même. Mais le système ferroviaire ne sera jamais rentable.
Si je prends un chiffre, la SNCF, c'est 10 milliards de recettes chaque année, c'est 11 milliards de concours publics, et c'est 3 milliards de dettes. En tout, ça coûte 24 milliards. Ça ne sera jamais rentable. En revanche, en exploitation, c'est-à-dire en transport de passagers, vous avez des lignes comme Paris-Lyon, des lignes comme Paris-Lille, Paris-Bordeaux, etc., qui sont plus rentables que d'autres et sur lesquelles, effectivement, peut s'exercer un peu de concurrence, encore que on n'attend pas forcément des résultats de la mise en concurrence sur les TGV, mais bien plutôt sur les TER, puisque là, on a un coût d'exploitation qui est relativement important, et on peut citer un chiffre, c'est 23 € du kilomètre en France, c'est à peu près 15 en Allemagne, et là, on peut avoir des opérateurs qui viennent en France avec des modèles un peu moins coûteux, ou avec des idées différentes, ou avec des fréquences qui et tailler des croupières à la SNCF. Et concurrencer la SNCF, qui sera obligée, effectivement, de faire un peu mieux qu'elle le fait actuellement. Et c'est tout à fait possible, et d'ailleurs, en Allemagne, vous avez deux éléments. Vous avez l'opérateur historique, la Deutsche Bahn, qui a préservé, et c'est ouvert depuis 1994, donc on a un peu de recul, qui a préservé 97% de son trafic grande vitesse et qui en préserve les 3/4 du trafic TER. Et vous avez un opérateur français, Transdev, qui opère 7% des lignes en Allemagne et qui a permis de régénérer des petites lignes. Donc la concurrence, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme ferroviaire, mais ça permettra notamment de régénérer un certain nombre de petites lignes qui aujourd'hui ferment. Bon. J'ajoute que la part modale, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui utilisent le train, a tendance à augmenter quand on ouvre à la concurrence. En France, c'est à peu près 11% la part modale du train, et on peut espérer facilement 3, 4, 5 points de plus. Bon, la SNCF, viable ou pas, vous répondrez Adrien Quatennens, mais quand on pense à ça, on pense à cette dette colossale de la compagnie, cette dette qui ne cesse d'augmenter chaque année. Jennifer Knock nous rejoint, on se pose beaucoup de questions sur cette dette, on entend un peu tout et son contraire, on va faire le point. Bonsoir Jennifer. Première question simple, quel est le montant de cette dette ? Eh bien, vous l'avez dit, David, elle est colossale, abyssale. Voilà en tout cas les qualificatifs du gouvernement pour décrire cette dette. Et quand on écoute le diagnostic d'Édouard Philippe, c'est grave, docteur. Un endettement vertigineux de la SNCF. Aujourd'hui, cette dette menace d'engloutir tout le système. En 20 ans, elle est passée de 20 milliards d'euros à 50 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est le budget de l'éducation nationale. Le poids du fardeau atteint donc les 50 milliards d'euros et ce n'est pas fini puisque cette dette est un puits sans fond qui continue de se creuser. Chaque année, elle augmente de 3 milliards d'euros et parmi ces 3 milliards, presque la moitié, 1,3 milliard sert uniquement à rembourser les intérêts de la dette. La SNCF verse donc, tenez-vous bien, l'équivalent de 2473 € chaque minute aux banques, de l'argent que l'entreprise ne peut pas investir, qui n'améliore en rien le service public, 2473 € par minute qui disparaissent de la pure évaporation. Voilà, alors même que l'État met à peu près 14 milliards chaque année dans la SNCF, d'où elle vient cette dette pour l'essentiel, Jennifer ? Alors, il faut préciser que cette dette concerne essentiellement l'entité SNCF Réseau qui gère les infrastructures, l'entretien et la création des lignes et qu'elle ne date pas d'hier. C'est en fait un lourd héritage du passé qui remonte même à plus de 80 ans. Déjà en 1937, imaginez-vous, la dette du transport ferroviaire pesait 20 milliards d'euros. Alors depuis, elle n'a cessé de s'aggraver et elle tient en 3 lettres. TGV. Parce que la création de plusieurs lignes à grande vitesse, comme par exemple la ligne Est vers Strasbourg ou la ligne à grande vitesse vers Bordeaux, sont des décisions politiques qui ont pesé très très lourd dans cette dette. 30 milliards d'euros supplémentaires en 20 ans. Cela fait donc des années que les gouvernements successifs aggravent la dette de la SNCF et cachent en quelque sorte leurs dépenses sous le tapis d'un coup de balai en espérant que Bruxelles n'y verra rien. Bon, mais est-ce qu'il y a un lien entre le statut des cheminots, entre les coûts sociaux du travail à la SNCF, dont on dit qu'ils sont supérieurs à la moyenne, et le montant de cette dette et à la capacité de l'État à la reprendre aussi, parce qu'apparemment il y a un donnant-donnant? Alors quand on regarde les montants, évidemment, ça n'a rien à voir parce qu'on voit bien que c'est pas en supprimant le statut des cheminots que la SNCF va pouvoir rembourser 50 milliards de dettes. Mais pour le gouvernement, tout cela est lié car toutes ces mesures procèdent en fait d'une même volonté, rendre l'entreprise plus saine, plus compétitive pour qu'elle puisse se transformer et s'adapter à la concurrence. Parce que si on se réfère au rapport Spinetta, c'est un fait, la SNCF est moins compétitive que ses concurrentes européennes, 30% moins compétitive que la Deutsche Bahn par exemple, et le statut des cheminots en est en partie responsable. Il pèserait même pour 8% dans cette perte de compétitivité. Dernier point, l'État s'est engagé à reprendre cette dette, mais il reste prudent sur le calendrier, sur le montant. Pourquoi ? Eh bien, à cause de Bruxelles. Si le gouvernement français se décidait à reprendre 35 ou 40 milliards d'euros de cette dette SNCF, ça aurait un effet mécanique, ça ferait repasser
automatiquement le déficit de la France au-dessus des 3% de PIB. Et ça ferait à nouveau de la France un mauvais élève en Europe. Voilà pourquoi cette reprise de dette sera progressive et prudente. Merci Jennifer. Adrien Quatennens, le statut des cheminots, les rigidités d'une certaine manière, l'absence de polyvalence des salariés, c'est pas le facteur principal de la constitution de la dette. Mais ça y participe. Pourquoi y être forcément opposé? Non, puisque j'ai pas eu mon tour de parole précédemment, je vais prendre un tout petit peu de temps, si vous permettez. D'abord, le préalable à tout ça, c'est effectivement l'ouverture à la concurrence. Et de ce point de vue, faut le dire, le gouvernement n'a rien sorti de son chapeau. C'est une directive européenne et ça a été voté avant son arrivée. Mais en revanche, il se sert allègrement de la dette et de la question du statut pour dire, puisqu'on va ouvrir à la concurrence, ça n'a pas fonctionné. Je m'arrête juste un instant pour dire que personne ne nous a encore démontré l'efficacité de la concurrence dans tous les secteurs. C'est-à-dire que moi, je veux bien croire qu'il y a des secteurs où la concurrence peut avoir une efficacité. Je conteste que ça puisse être le cas partout. Emmanuel Ducrot notamment disait, dans certains secteurs ça peut stratégiques. augmenter le trafic. Non, mais regardez, on peut prendre chacun ses exemples sur la concurrence. Moi, je vais en prendre un. Le Royaume-Uni, près de plus de 30% d'augmentation du prix des billets, 14%. C'est vraiment différent. Il a privatisé. C'est pas forcément un bon argument pour vous. Pourquoi? Parce qu'au moment de GDF, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on nous disait? Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait dit EDF-GDF ne sera pas privatisé. La suite de l'histoire, comme moi, vous la connaissez. Le système ferroviaire. Je voudrais juste m'arrêter. Je vais terminer, si vous permettez. Il a fait disparaître. Ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, vous ouvrez les vannes. Vous ouvrez les vannes pour qu'on aille à la privatisation. D'ailleurs, en tout cas, pourquoi? Je vais juste terminer, parce que là, il y a une interaction. Vous me direz, par exemple, pourquoi est-ce que le terme incessible, quand on a parlé du capital, n'a pas été accepté dans l'amendement? Je vais vous faire plaisir. On va probablement le rajouter parce qu'il est superfétatoire. Je vous explique pourquoi. Parce que ce qu'on a écrit, le capital de la SNCF est librement détenu par l'État. Ce qui en fait nous prémunit d'une ouverture au capital. En tout cas, avec quelqu'un qui je veux vous dire, je pense que ça peut être un point d'accord. Attendez, parce qu'il y a un point important. Vous avez raison, Adrien Quatennens, c'est un point important. Même si ça ne sert à rien, je pense qu'on va le rajouter de manière à vraiment clore ce chapitre. Qui laisse entendre qu'on laisserait des portes ouvertes à la privatisation de la SNCF. Donc vous nous annoncez ce soir, Jean-Baptiste Djebbari, que dans la rédaction de cette loi, probablement, ce mot sera rajouté. Le texte va passer au Sénat, mais si effectivement il n'est pas rajouté au Sénat, on verra ça en commission mixte paritaire et on fera en sorte de clore ce chapitre. On aurait un point de réglé. Par contre, moi, c'est une annonce que vous faites. Moi, je persiste à dire par contre que la question de la concurrence à tout bout de champ n'a pas forcément de sens. Je vais juste prendre un petit exemple qui est parlant. C'est important quand même pour ceux qui nous écoutent. Quand on a ouvert à la concurrence le secteur de l'énergie, par exemple, il se trouve que les opérateurs qui sont arrivés pour faire concurrence à l'opérateur historique n'avaient pas les moyens de production pour lui faire concurrence. Donc on avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Qu'a fait l'Europe? Elle a imposé par une loi qui s'appelle la loi NOM à l'opérateur historique le fait de revendre sa propre production aux autres opérateurs pour qu'avec sa production, ils viennent lui faire concurrence. Je résume, c'est comme si un boulanger avait investi dans un fournil. Demain, quelqu'un qui n'a investi dans absolument rien achète un local commercial vide en face de chez lui et marque boulangerie. Le matin, par la loi, parce que l'Europe l'a voulu, il lui refourgue ses baguettes pour qu'avec son pain, il vienne lui faire concurrence. C'est de la pure idéologie. Et personne n'a fait la démonstration de l'efficacité de cela. Par ailleurs, sur la dette, sur le statut, sur la dette, vous savez, David Piedas, à cette heure, le plus frustrant, c'est de voir que plutôt que d'appliquer avec autant de zèle les directives européennes qui vont nous pousser à la concurrence. Ça va, on a compris, le projet de loi, c'est 86 fois le mot concurrence qui est asséné. On ne parle pas une seule fois d'écologie. La libéralisation du fret fait par exemple que de plus en plus de marchandises circulent sur les routes. C'est un problème, on parle du rail français. Oui, mais enfin, il y aura les camions électriques dans 10 ans. Vous savez que quand la SNCF aujourd'hui, ça a été dit à demi-mot, mais on parle beaucoup du coût du travail et le rapport Spinetta, d'ailleurs, sur le statut, met en cause le coût du travail. Moi, je voudrais qu'on parle de l'exorbitant coût du capital. Quand la SNCF veut investir 100 € aujourd'hui, c'est 243 € qui partent en intérêt. C'est énorme, d'accord? S'il y a un principal problème dans ce pays, c'est certainement pas le coût du travail, c'est bien le coût du capital. Attendez, j'ai une question précise à vous poser. Il a été établi que la principale responsabilité de la dette tient aux investissements à tout va et sans doute de manière inconsidérée dans les TGV. Des décisions de l'État qui ont été prises. Mais par ailleurs, le rapport Spinetta montre aussi qu'une partie de cette dette est imputable aussi au surcoût à la SNCF qui tient au statut des cheminots et aux règles de non-polyvalence. Par exemple, non-polyvalence, qu'est-ce que ça veut dire? Je le dis pour nos téléspectateurs, c'est par exemple que pour conduire un TGV, il faut deux conducteurs. Celui qui sort du garage, le TGV, et celui qui le conduit. Ça ne peut pas être le même. Mais David, est-ce que ces règles-là n'ont pas aussi un rôle? Ça va poser sans doute un problème de compétitivité dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. Mais est-ce que c'est absolument vers ça que nous devons aller?
C'est ça la question que moi je pose. Si effectivement on part toutes et tous autour de cette table, ce qui n'est pas mon cas, vous l'aurez compris, que le principe qui doit tout dicter, c'est la concurrence libre et non faussée, alors de fait, David, oui, il vaut mieux faire tout seul ce qu'on peut faire à deux. Mais c'est pas un modèle qui est intéressant. Le système ferroviaire, nous le payons tous avec nos impôts. Nous le payons un peu via nos billets, c'est 30% du coût, nous le payons beaucoup via nos impôts. Et donc, il faut que ce service public ferroviaire qui coûte cher, quoi qu'il arrive, et ça continuera à coûter très cher. Tout coûte cher. Mais tout coûte cher. Mais il faut que ce soit dépensé, cet argent, le plus efficacement. Mais vous savez comme moi que demain, c'est pas la mise en concurrence pour la beauté de la mise en concurrence. Évidemment. C'est la mise en concurrence pour que le service pas soit le plus adapté possible. Et vous avez l'impression que demain ça va mieux fonctionner parce qu'on ouvre à la concurrence. Demain, vous aurez simplement, je vous le dis, le choix de choisir avec quel opérateur éventuellement vous arriverez en retard. Ça n'ira pas mieux, chère madame. Et figurez-vous que certains acteurs privés qui vont arriver sur le marché en question, mais ils vont se soucier de ce que n'a pas à faire un service public, qui est de rentabilité. Pourquoi croyez-vous, madame? Pourquoi croyez-vous? Alors expliquez-moi, je pose une question, après je m'arrête. Bien sûr, je vais le faire. Pourquoi les cars Macron, madame, ne sont pas partout? Parce que ce n'est pas rentable. Donc vous voyez bien que le service public assure quelque chose que le service privé. On développé des lignes qui n'étaient Les cars Macron ne vont pas partout parce que c'est pas rentable. Réponse d'Emmanuel Ducrot. Alors je pense que par exemple, sur le principal point de l'ouverture à la concurrence, c'est celui des TER. Les TER, ce n'est pas les opérateurs privés qui vont décider de desservir telle ou telle ville, ce sont les régions qui vont fixer des cahiers des charges pour les appels d'offres et après, libre aux opérateurs de répondre ou pas à l'intégralité du programme. Ce sera des contrats de service public. Ce seront des contrats de service public, exactement, avec des délégations de service public. Nicolas Bouzou. Je crois qu'on se force à faire le lien entre la dette, le statut et la concurrence, mais à mon avis, ce n'est pas véritablement le sujet. Je le dis autrement, s'il n'y avait pas de dette et s'il n'y avait pas de concurrence, et si j'étais au gouvernement, j'aurais quand même supprimé le statut. Pour la raison suivante, les évolutions technologiques vont faire que ce secteur va incroyablement changer ces prochaines années. Je vais vous donner un exemple extrêmement non mais là ça démontre rien ce que vous faites. Dans 15 ans, mais, je termine mon argument. Et quand j'ai terminé, vous me dites que j'ai tort, mais peut-être pas avant. Je vais vous donner un exemple concret. Dans 15 ans, il n'y aura plus besoin de gens pour conduire les trains. Je pense qu'on va vraiment aller vers des véhicules qui sont des véhicules autonomes. C'est vrai sur la route et ce sera vrai sans doute dans les trains. Bon, on peut parfaitement l'imaginer et peut-être dans les avions et peut-être dans les airs. Et on aura quand même besoin d'une SNCF, mais qui sans doute fera d'autres choses dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la logistique. Pardon, je vous interromps parce que ça ne va pas de soi pour la majorité de ceux qui nous entendent. Des TGV sans conducteur. Complètement évident. Le métro automatique. Et en quoi ça met en cause un statut? Tout le monde disait que personne ne montrait dans un métro automatique, ça marche très bien. Et effectivement, l'automatisation, c'est de toute façon un peu le sens de l'histoire, malheureusement pour ceux qui, comme moi, opéraient. Continuez votre raisonnement. Malheureusement ou pas, parce qu'il y a d'autres métiers qui vont se créer, mais qui sont des métiers qui ne sont peut-être pas couverts par le statut de cheminot. Ce ne sont peut-être pas des métiers de cheminot. Donc il y aura quand même sans doute d'autres choses à faire. Mais on a besoin absolument. Ça ne met pas en cause le fait qu'il faille un statut. Dans l'absolu. Non mais on peut faire autre chose. On peut contractualiser quand même. Mince quoi. Enfin, je veux dire, on est dans des grandes entreprises. On peut contractualiser sans avoir un. Ah oui, je suis allergique au statut. Oui, ça je vous confirme. J'ajoute que le statut. Pourquoi, Nicolas Bouzou? Mais parce qu'on est dans une économie qui est en pleine destruction créatrice, en pleine vague d'innovation qui est en train de tout changer. Et les statuts. Le verbiage libéral. Mais attendez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ne croyez pas m'insulter en me traitant de libéral. J'adore et je l'assume. Je vous caractérise politiquement, c'est différent. Intellectuellement, pas politiquement, mais complètement. Terminez votre raisonnement sur le statut. Mais donc, je veux dire, il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître, et il faut absolument qu'on soit capable de laisser de la flexibilité dans cette période-là. Parce que sinon, la SNCF va rester ce qu'elle est aujourd'hui, mais dans 20 ans. Oui. Et donc là, pour le coup, elle va dépérir, et tout le monde sera perdant. Il y a deux modèles qui se confrontent là, je pense, c'est assez clair. Vous, ce que vous défendez, ça a une cohérence profonde, hein, je le dis. Moi, à cette heure, je pense que, notamment face au défi climatique qui nous met toutes et tous au pied du mur, et c'est pas un sujet étranger à la SNCF, d'accord, c'est pas accessoire, en l'occurrence, on devrait plus être occupé d'avoir un vrai pôle public du rail qui permette de faire en sorte, notamment, qu'on s'occupe d'investir de telle manière que les camions qui traversent notre pays, de la Belgique à l'Espagne, sans arrêt, eh bien, puissent passer sur des rails. Mais pardon, Adrien Quatennens, on dit beaucoup que dans 10 ans... On l'a jamais fait. On dit beaucoup que dans 10 ans, excusez-moi... Depuis qu'on a libéralisé... Désolé, la SNCF est publique, l'État n'a jamais été foutu de développer le fret ferroviaire dans notre pays. C'est quand même bien la preuve que l'État... Et depuis que c'est libéralisé, il y a plus de marchandises sur les routes. Bah si, vérifiez, vous verrez. Emmanuel Ducrot. C'est faux. Le fret SNCF, quand il était encore le seul opérateur, était en chute libre. L'arrivée de nouveaux opérateurs a stoppé
cette chute. Mais madame, 70% des marchandises sont sur les routes. Oui, après-guerre, c'était... Enfin, pardon, c'est l'inverse. 70% sont sur des routes, alors qu'après-guerre, c'était le rapport inverse. Il ne vous a pas échappé que l'économie a un peu changé depuis l'après-guerre et les échanges bien aussi. évidemment, mais si vous voulez, moi ce que je vous dis... Mais c'est vous qui êtes aveuglé dans l'idéologie. Vous pensez que... D'ailleurs, vous m'avez toujours pas répondu. Qui peut ici me démontrer que la concurrence libre et non faussée est la solution à tout? Vous contestez qu'en Angleterre, c'est la pagaille? En Angleterre, c'est 2 personnes sur 3 qui sont pour qu'on revienne en arrière sur ce que le gouvernement français est en train de faire. Inverse qui vous disent qu'ils étaient 72% insatisfaits en 2000. Mais arrêtez, vous répondez jamais à cette question. Les tenants du libéralisme, qui ont leur cohérence idéologique, n'arrivent pas à nous faire la démonstration que la concurrence libre et non faussée est toujours efficace. Je le conteste, voilà. Il n'y a pas d'argument pour contrer ça. Regardez les faits. L'ouverture à la concurrence sur le système ferroviaire, parlons de faits, parlons de secteurs particuliers. En Suède, ça a marché. En Italie, ça a marché sur la grande vitesse. En Angleterre, ça ne marche pas. Vous parliez tout à l'heure de l'électricité et du gaz. Les Françaises et les Français qui nous écoutent. Je m'adresse aux téléspectateurs. Regardez vos factures d'énergie. Regardez vos factures d'énergie. Comme ces messieurs qui sont pour l'ouverture à la concurrence, vous avez tous vu que vos factures d'énergie. Non, mais vos factures d'énergie, est-ce que par exemple, c'est mieux depuis qu'on a ouvert la concurrence? Regardez vos factures de mobile. Ok, vous m'opposez. Non, mais c'est vous qui êtes dogmatique. Moi, je vous dis que je n'étais pas pour que ça soit monopolistique partout. Vous contestez que l'ouverture à la concurrence secteur d'énergie est une vraie gabegie ou pas? Ne répondez pas pour moi. Je vous ai dit non, je n'ai jamais dit que la concurrence était la solution à tout. Je parlais sur l'énergie, c'était une erreur. Je parlais du statut. Sur l'énergie, c'était une erreur. Non, c'était pas une erreur sur l'énergie. Ah, donc tout va mieux parce qu'on a ouvert à la concurrence. Mais on parle des choux et des carottes. Non, mais vous le faites quand ça vous arrange. Vous le faites quand ça vous arrange. Là, vous venez de me servir à la téléphonie. Donc à un moment donné, soyons cohérents. Ça dépend des secteurs. Vous êtes d'accord pour dire que la concurrence n'est pas Emmanuel Ducrot, sur le statut, on ne vous a pas entendu sur le statut. Bien, oui, le statut, c'est un problème. Il faut aussi comprendre que c'est un problème pour les salariés de l'entreprise eux-mêmes. Quand vous commencez à parler avec des agents de la SNCF, des cadres de la SNCF, ils ont un avancement qui est bloqué par le statut. Parce que selon votre âge, votre catégorie, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça bride les talents, ça bride le recrutement. Et quand vous parlez de toutes ces innovations que la SNCF doit faire en termes de trafic, en termes d'écologie, il faut attirer des talents, surtout dans un monde où ces talents-là s'arrachent. Mais faisons simple. Pourquoi Édouard Philippe veut mettre fin au statut? Très simplement, pour une raison simple. Comme ils ouvrent à la concurrence, ils ont besoin de faire une démonstration pour les opérateurs privés qui vont se positionner demain sur le marché et de leur dire vous n'aurez plus à vous encombrer d'un statut protecteur et d'un prétendu du travail trop élevé. C'est le seul argument. Arrêtez avec vos blablas sur l'efficacité du statut. Il ne vous a pas échappé. La seule chose que fait ce gouvernement, c'est de photocopier les directives de Bruxelles et d'ouvrir la concurrence. Point. La réponse de Jean-Baptiste Djebari. Sur ce point, parce que ce qui compte, c'est la protection sociale du cheminot. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la loi très concrètement pour s'assurer que les cheminots qui seraient transférés dans une autre entreprise ferroviaire soient protégés? C'est qu'on a inscrit dans la loi qu'ils auraient la garantie de l'emploi, ces cheminots de la SNCF qui iraient travailler par exemple chez Transdev, la garantie de leur rémunération et la garantie du régime de retraite. Donc, c'est pas le cadre juridique qui compte, c'est la protection concrète de l'individu. Et ce qu'on a fait dans cette loi, vous arriviez à faire ce type de garantie. Qu'est-ce qui vous garantit que pour les usagers, vous n'aurez pas d'augmentation de prix? Rien. Qu'est-ce qui vous garantit que des petites lignes ne vont pas fermer de fait? Rien. Et la comparaison internationale. Il vous répond, Jean-Baptiste Djebari. L'expérience et la comparaison internationale. Mais sur quoi? On a regardé, par exemple, parlons très concrètement du cas allemand. Le prix du billet allemand en 15 ans, déjà, ils ont repris la dette, alors dépêchez-vous de le dire. Il a augmenté de 15%. L'aérien, ça a augmenté de 75% et le routier de 45%. Donc on voit que l'inflation due à la mise en concurrence en Allemagne... Vous ne parlez jamais de l'Angleterre. Et aussi, c'est cher parce qu'on a une préférence ici en France, et c'est très bien ainsi, pour subventionner les transports publics, notamment le ferroviaire. Mais un voyageur, un usager sur vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que... C'est subventionné à 75% par la région. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'énergie qui est disponible, on pourrait l'utiliser à faire autre chose que d'organiser, y compris parfois, je le dis, par une impasse idéologique, les conditions d'une compétition entre tous? Est-ce que franchement, on ne pourrait pas mobiliser tout ce qu'on a, tout le savoir-faire, pour faire quelque chose d'intelligent, pour que la France, une nouvelle fois, marche devant, y compris des grandes bifurcations qu'il y a à faire sur les questions écologiques et climatiques? Là, vous voyez, moi, j'ai partout l'impression qu'on gâche des compétences simplement pour se faire la compétition. Voilà. Mais juste un point, Adrien Quatennens, sur l'écologie. On demande de nous lever le matin sur l'écologie pour aller se battre et faire moins cher. Sur l'écologie, Adrien Quatennens, quand on interroge les ingénieurs, ils disent l'avenir de l'écologie pour le transport, l'avenir du transport écologique, c'est la route, avec les cohortes de camions électriques. Oui, non, mais ok, mais d'ici à ce qu'on ait fait des innovations, ce sera ça. Moi, je pense que le rail le permet aussi. Attendez, après, on peut faire beaucoup de prospection. Le train à hydrogène, bien sûr, mais en fait, c'est pas du tout. Sur l'écologie, vous avez raison, c'est le. Si vous voulez, un train, le RERA, c'est l'équivalent en débit d'une 2 fois 30 voies en route. Donc quand on fait du transport massifié, pour la dimension environnementale, c'est très performant d'avoir du train. En revanche, sur une petite ligne TER, avec un TER qui est au tiers rempli, le bilan environnemental par rapport à un bus, il est défavorable au train. Donc,
Juste, il n'y a pas tout à fait... Très vite. Pour le dire autrement et pour être sûr qu'on se soit compris, et y compris pour faire rabaisser le niveau de conflictualité sur le plateau. Moi, ce que je dis, c'est que... c'est une discussion. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que aimable. Face aux défis que nous avons à solder, et sur la question climatique, puisqu'on en parle, je pense qu'elle dépasse largement nos désaccords politiques, parce que si la vie humaine sur Terre est mise en cause, nos désaccords disparaissent. C'est une question qui nous met toutes et tous au pied du mur. Je pense que la compétition n'est pas un bon stimulant pour pouvoir régler ces défis. Voilà. Je pense que la coopération, et y compris un service public, parfois, oui, au secours, monopolistique, peut être la bonne réponse. On a compris ce qui vous différencie. Pour refermer ce chapitre SNCF, je voudrais qu'on accueille l'un de ceux qui a les leviers de cette crise en main. Il s'agit du numéro 2 de l'ensemble SNCF, Patrick Jeantet, président de SNCF Réseau, nous rejoint. Bonsoir Patrick Jeantet. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, je voudrais vous faire réagir à une proposition du premier syndicat de la SNCF qui a été faite hier soir, cette proposition, celle d'un référendum auprès des salariés. L'exemple d'Air France a visiblement inspiré la CGT. Écoutez Laurent Brun, c'était sur LCI hier. On va faire une proposition, oui, qui a déjà été acceptée sur le principe avec nos partenaires, qui sera probablement sous la forme d'un référendum. Puisque le gouvernement dit qu'il ne veut pas changer les 3 points fondamentaux de sa réforme, donc nous allons interpeller les cheminots sur leur opposition à cette réforme. Donc on va faire des démonstrations aussi qu'il y a un soutien massif à ce conflit et qu'il y a un soutien massif au rejet du fond de cette réforme. Alors, les syndicats vont en parler demain soir, ils se réunissent tous ensemble. C'est envisageable un référendum à la SNCF, Patrick Jeantet ? Je crois qu'on n'est pas du tout dans le même cas que Air France. Il s'agit d'une réforme législative. Il appartient au peuple français, à travers l'Assemblée nationale et le Sénat, de voter les lois. Il n'appartient pas aux cheminots de voter les lois. Donc c'est aussi simple comme ça. Donc non, évidemment. C'est hors sujet. C'est hors sujet. Une réforme législative, ce n'est pas les cheminots qui vont la voter. Ça appartient à tous les Français. Et donc l'Assemblée nationale a voté la loi très largement d'ailleurs. Elle va passer au Sénat fin mai, au Sénat de voter la loi ou de l'amender. Mais c'est donc un processus législatif. Ce n'était pas du tout le cas chez Air France. Sur les conséquences de ce conflit, ce que j'ai pu entendre auprès de personnes, cadres à la SNCF, c'est qu'il y avait la crainte d'une désaffection durable à l'occasion de cette grève sur la SNCF et de personnes qui ne reviendraient pas forcément parce qu'aujourd'hui, entre le covoiturage, les autres solutions, il y a tout un tas de moyens finalement de ne plus prendre le train. Est-ce que vous craignez qu'une partie du public qui s'est passé de train pendant cette période ne revienne pas ? Oui, il y a un risque, c'est clair, il y a un risque. Et c'est pour ça qu'il faut que cette grève cesse. Et je note que les propos du Premier ministre et les propos de certains syndicats qui ont saisi la main tendue par le Premier ministre hier sont de nature, à mon avis, à faire cesser cette grève. Il y a eu des ouvertures très intéressantes, 4 types d'ouvertures. Une première ouverture sur le financement. Le Premier ministre a dit hier une chose extrêmement importante, c'est nous allons augmenter les investissements sur le réseau ferré national au-delà des 3,6 milliards d'euros, des 10 millions d'euros par jour qu'il avait cité dans son discours, je dirais, d'ouverture de la réforme. Il a aussi dit une chose très importante, c'est en 2022, la SNCF doit cesser de perdre de l'argent. Aujourd'hui, SNCF Réseau, c'est 2,5 milliards en gros de déficit structurel chaque année en plus, dont la moitié des frais financiers. Quand il dit ça, ça signifie évidemment qu'une partie importante, substantielle, a-t-il dit, de la dette va être prise par l'État. De ce point de vue-là... Et donc voilà, donc des avancées importantes. Troisième avancée importante pour les syndicats, c'est qu'il a dit aussi « je veux accélérer le nouveau pacte social d'entreprise pour qu'il soit en place le 1er janvier 2020 ». Du point de vue de la dette, est-ce qu'il y a une sorte de contrainte qui oblige le gouvernement à temporiser la contrainte de Bruxelles ? On ne peut pas annoncer immédiatement qu'on reprendrait 25, 30, 35 milliards de cette dette parce qu'on serait immédiatement sanctionné par Bruxelles qui dirait finalement vous crevez à nouveau le plafond des 3%. Non, je ne le crois pas. Il y a évidemment un sujet, puisque une reprise de la dette partielle, ce montant de reprise de la dette sera évidemment un endettement supplémentaire au titre maastrichtien. Et donc c'est clair, et c'est la raison pour laquelle il y a actuellement des études assez détaillées pour savoir quel montant. Parce que ce montant de la dette dépend évidemment du niveau d'investissement, par exemple, dépend évidemment du niveau de péage, dépend aussi de la productivité qu'on va pouvoir accélérer
dans les années à venir. C'est tous ces éléments qui sont en train d'être calés aujourd'hui, de telle manière à ce que le Premier ministre, comme il l'a dit hier, avant la fin du mois de mai, annonce ce quantum de dette, ce détail sur la dette. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a changé de climat depuis hier et qu'au-delà même des syndicats dits réformistes, dits dialoguistes ou dialogueurs, la CFDT, l'UNSA, les autres syndicats sont dans l'optique d'une sortie de crise? Déjà, Laurent Berger l'a clairement dit, a dit on rentre dans une deuxième phase. Et donc, c'est lui qui l'a dit, c'est pas nous qui l'avons dit. Et donc, on voit bien qu'en effet, s'amorcent les conditions d'une sortie de crise. Maintenant, il a aussi dit que la pression continuerait. Donc, ce n'est pas fait. Mais on voit bien qu'il y a des éléments, en tout cas, qui ont été mis en avant par le Premier ministre hier. La ministre des Transports va recevoir certains syndicats vendredi pour discuter justement de tous ces sujets-là. En particulier, une ouverture très nette sur... il y a des propositions syndicales qui vont enrichir ou qui pourraient enrichir la loi. Et le gouvernement est ouvert à ce que ça passe sous forme d'amendement dans la discussion au Sénat. Je vous pose la question parce qu'elle a été abordée publiquement également, on en discutait ici. La fin du statut de cheminot pour les entrants, évidemment ça resterait pour ceux qui sont déjà là, à combien d'économies aboutirait-elle par an dans les années qui viennent? Alors, la fin du statut, la fin du recrutement au statut, puisqu'il s'agit de ça. D'abord, c'est un choix du gouvernement qui a dit qu'il ne toucherait pas au statut, en tout cas, il ne supprimerait pas le statut pour les cheminots qui ont le statut aujourd'hui. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va se faire sur le temps. Donc, l'impact va être fort sur le temps. Deuxièmement, une des raisons, c'est qu'on ouvre à la concurrence. Et donc, il serait quand même totalement, je dirais, injuste que la SNCF continue d'embaucher au statut alors que les concurrents, eux, n'embauchent pas au statut. Le vrai problème. Et donc, il faut équilibrer, et c'est normal, c'est une question d'équité concurrentielle. Mais est-ce que vous avez chiffré l'économie que ça représenterait? Sur les économies que ça entraîne, mais ça va beaucoup plus loin. Vous voyez que ça confirme mon argument sur la question du statut. Ça va beaucoup plus loin, monsieur, ça va beaucoup plus loin que le simple calcul financier immédiat. C'est aussi un sujet managérial. Un des gros sujets du statut, c'est sa rigidité. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si on embauche des jeunes, on les embauche au statut. Moins de 30 ans au statut. Si j'embauche un jeune qui a 5 ans d'expérience, je l'embauche au statut, mais je ne peux pas reconnaître son expérience. Donc je l'embauche à l'échelle 0. Pourquoi? C'est dans le statut. Voilà, c'est dans le statut. Donc vous voyez, des rigidités de cette nature-là sont évidemment très nocives à attirer des jeunes. Je pense à, par exemple, des électromécaniciens, qui est une spécialité assez rare en France. On en a besoin beaucoup à SNCF, en particulier chez moi à SNCF Réseau. Ces électromécaniciens, aujourd'hui, première formation dans n'importe quel grand groupe français ou PME française, si je les embauche, je les remets revenir en arrière. Et ça, c'est pas normal. Donc ça, il faut le changer. Un deuxième exemple de rigidité, c'est qu'aujourd'hui, on a une augmentation ou un avancement quasi automatique, qui coûte 2,2-2,3% par an, mais quasi automatique. Le management n'a pas son mot à dire, ou quasiment pas son mot à dire, sur les augmentations qu'il peut donner à ses équipes. Et donc, vous voyez, la fin du recrutement statut, la fin du statut à terme, dans ces 10 ans, 20 ans, ça permettra un management beaucoup plus souple, beaucoup plus efficace. Et là, il y a des gains bien plus importants en réalité. Merci Patrick Jeantet. Dernière question, pardonnez-moi un peu personnelle. Est-ce que j'ai en face de moi le futur président de l'ensemble SNCF ? Écoutez, moi je suis extrêmement content d'être président et très honoré que le gouvernement m'ait proposé d'être président de SNCF Réseau. On a 30 ans de retard sur les investissements sur le réseau classique, sur les grands nœuds ferroviaires. Je suis très content que le gouvernement et l'Assemblée nationale aient voté le fait que Gares & Connexions intègre SNCF Réseau, car là on va avoir un management complet et beaucoup plus efficace de l'opérationnel. Et voilà ce que je souhaite faire dans les années qui viennent. Merci Patrick Jeantet d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce débat.